présenter un fil qui donne des surchauds. Ce projet est parti d'un constat. Lorsqu'on tire un élastique, lorsqu'on le relâche, il refroidit. Si, d'un point de vue énergétique, on assimile notre élastique à un ressort, alors on lui donne autant d'énergie lorsqu'on l'étire qu'il n'en perd lorsqu'on le relâche. Mais lorsque l'on fait plusieurs cycles étiré-relâché comme ça, même quand on le relâche, à la fin, il est plus chaud que ce qu'il n'était au début. Nous nous sommes donc demandé pourquoi, et cela a découlé sur une démarche expérimentale. Nous avons donc analysé l'élastique sous des angles énergétiques, puis nous l'avons étiré de différentes manières pour relever les températures. Dans un dernier temps, nous vous montrerons comment le fait d'avoir fait nos expériences avec différents matériaux nous a permis de mieux cerner notre problématique. Alors, pour commencer, on a voulu savoir si l'élastique se chauffe autant qu'il se refroidit lorsqu'on l'étire et qu'on le relâche, après l'avoir maintenu étiré le temps qu'il revienne à sa température ambiante. Alors, pour pouvoir étirer proprement l'élastique et pour que celui-ci reste dans le champ de vision de la caméra thermique, on a construit et utilisé ce dispositif au bout duquel on accroche les élastiques sans faire de nœuds, parce qu'on s'est rapidement rendu compte que les nœuds posaient problème dans nos expériences. Alors avant que vous veniez, on a tiré sur un élastique, qui est juste là, d'une longueur initiale de 7 cm, et sa température a augmenté de 1,5 degré. Et quand on l'a relâché, sa température a diminué de 1,3 degré. Alors finalement, si au bout d'un seul cycle, élongation-relâchement, l'élastique a plus gagné en température qu'il n'en a perdu, il en sera de même au bout de n cycles. Donc, dans un premier temps, il faut que l'on comprenne pourquoi la variation de température de l'élastique n'est pas la même lors de son élongation que lors de son relâchement. Donc, nous avons tout d'abord voulu étudier cette question sous un angle énergétique. Nous voulons comparer énergie mécanique donnée au fil élastique à énergie thermique qui en a résulté. Donc, pour cela, nous nous sommes servis d'une analogie entre un ressort et un élastique qui nous a permis de dire que énergie élastique s'équipe de la façon suivante, où E est le module Dioc de élastique, L0 est sa longueur initiale, S sa section et delta L son élongation. Donc, pour calculer cette énergie ici, nous avons alors dû déterminer le module Dioc de élastique. Pour cela, nous avons accroché élastique à une masse déposée sur la balance. Et puis, on enroulait élastique autour d'un cylindre lié à un moteur pas à pas, piloté par une carte Arduino. Et puis, nous avons alors pu déterminer la courant nécessaire sur l'élastique en fonction de la déformation relative. Donc, par la définition, le module Dioc de l'élastique est alors le coefficient de Hactor de cette droite-là, à savoir environ 2,100 millions pascal. Une remarque est que le fait d'avoir une droite ici valide bien notre comparaison entre un ressort et un élastique, à ceci près que si on tire un ressort, il ne s'échauffe pas. Bien que cela, c'est déjà très particulier. Bon, pour en revenir au calcul de l'énergie élastique, donc, avec les mesures qu'on a réalisées au cours du projet, on a trouvé qu'elle valait environ 0,9 joules. Nous procédons donc ensuite au calcul de l'énergie thermique. Pour ça, nous faisons appel à cette formule qui fait notamment intervenir la capacité thermique de notre élastique. Nous avons donc dû au préalable la mesurer. Pour ça, nous avons fait des mesures de calorimétrie. Nous avons trouvé qu'elle valait environ 2060 joules par kilogramme par Kelvin. Donc nous avons pu calculer encore une fois l'énergie thermique et nous trouvons qu'elle donne environ 0,83 joules. On compare alors ces deux énergies et on voit qu'elles sont presque égales, ou en tout cas assez similaires. On a alors tenté de modéliser la situation comme suit. On va dire que lorsqu'on fournit un travail, en fait, on va fournir une énergie qui correspond donc à l'énergie élastique, et cette énergie élastique-là va être intégralement convertie en énergie thermique. Mais cela nous paraît assez bizarre, parce que ça voudrait dire qu'à l'issue de cette conversion, l'énergie élastique serait alors nulle, l'élastique ne pourrait plus revenir à sa dimension initiale. Or, on observe bien expérimentalement que l'élastique revient à sa dimension initiale. On a alors tenté de modéliser la situation comme suit. Donc, on va dire que lorsqu'on fournit un travail, on fournit à la fois l'énergie qui correspond à l'énergie élastique, mais également une énergie supplémentaire qui va être convertie en énergie thermique. Mais cela, encore une fois, nous paraît assez bizarre, puisque ça voudrait dire que l'énergie thermique ne serait plus reliée à l'énergie élastique, mais à une énergie supplémentaire. Or, ces deux énergies ont des valeurs assez proches. C'est quand même une assez grosse coïncidence qu'il n'y ait aucun lien, qu'on ait des valeurs aussi proches que cela, alors qu'il n'y ait aucun lien entre les deux énergies.
Alors, on peut voir les choses d'une autre façon. Le fait d'avoir une égalité entre l'énergie élastique et l'énergie thermique peut peut-être tout simplement traduire le fait que lorsque l'on tire sur l'élastique, on va produire un travail qui va être intégralement converti en énergie thermique. Mais alors ça veut dire que cette énergie n'est pas du tout une énergie élastique, puisque sinon l'élastique ne serait pas capable de revenir à sa dimension initiale une fois refroidi. Dans les faits, lorsqu'on lâche l'élastique, il revient bien à sa dimension initiale, mais pour d'autres raisons que des histoires d'énergie élastique. Alors même si à ce stade du mémoire, cette explication nous paraît la plus probable, elle reste à confirmer, parce que ça signifie qu'on peut modéliser notre élastique par un ressort sur un plan mécanique, avec notamment la possibilité d'utiliser la loi de Hooke, qui nous permet de calculer l'énergie élastique. On dit finalement on n'en est pas une. Ça me paraît un peu tordu, mais pourquoi pas. Après tout, chaque modèle a ses limites, et celle-ci, c'est peut-être une des limites dans l'analogie entre un ressort et nos élastiques. Bon, maintenant revenons à notre problématique. On a vu que lorsqu'on tire plusieurs fois sur notre élastique, il finissait par s'échauffer. Mais si on fait une infinité de cycles étirés-relâchés, la température ne va-t-elle cesser d'augmenter? Eh bien, nous avons fait plusieurs cycles aller-retour sur nos élastiques et avons relevé la température au bout de n cycles. Voici donc nos résultats, avec en abscisse le nombre d'allers-retour et en ordonnée la variation de température. On voit donc qu'elle semble atteindre une limite que l'on peut estimer car nos points expérimentaux sont assez bien modélisables par cette fonction. Donc voilà, avec cette expérience, nous avons donc confirmé que l'augmentation de température était plus grande lorsqu'on tirait que lorsqu'on relâchait l'élastique. Maintenant, dans toutes nos démarches, on cherche des facteurs qui pourraient être à l'origine d'une différence de variation de température entre nos élastiques. Nous nous sommes demandé alors si la vitesse pouvait être un de ces facteurs. Nous avons donc pris nos élastiques que nous avons étirés avec un moteur pour être précis à différentes vitesses et nous avons relevé la température à la fin de chaque tension de l'élastique. Lorsqu'on voit ces résultats, on peut donc tenter d'affirmer que plus on tire vite, plus la variation de température est grande, mais lorsqu'on tire lentement, l'élastique se refroidit dû à des phénomènes de perte d'énergie thermique par convection en même temps qu'il se réchauffe. Il faut donc essayer de corriger nos valeurs en prenant en compte des phénomènes de convection. Nous avons donc essayé de les étudier en étirant un élastique et en regardant de combien de degrés il baisse au cours du temps. Nous avons donc ces résultats qui nous permettent d'estimer la perte d'énergie thermique par convection par une perte de 0,1 degré toutes les secondes. Avec ça, nous pouvons donc corriger nos premières valeurs et nous obtenons les points rouges qui nous montrent que tout de suite, la vitesse ne semble plus avoir d'influence sur l'augmentation de température. Mais dans notre manière de corriger, on sent qu'elle n'est pas bonne, puisque alors si on avait tiré encore plus lentement, mettons pendant 1000 secondes, eh bien la température corrigée aurait été aux alentours de 100 degrés, ce qui n'a aucun sens. Donc on pense que cette expérience aurait été intéressante à faire, mais dans des enceintes adiabatiques pour éviter les phénomènes de perte d'énergie thermique par convection. Passons maintenant à une autre expérience. Comme notre étude bien qu'il y a entre l'illumination et la température. Nous avons décidé de prendre ce problème à l'envers. Qu'est-ce qu'il se passe si on chauffe l'élastique? Donc pour savoir, nous avons réalisé cet dispositif-là, assez imposant, pour chauffer d'une façon homogène, tout en mesurant la température de l'air entre les plaques et la température de l'élastique entre les plaques par la caméra thermique. D'autre part, l'élastique est maintenu accroché à une masse déposée sur la balance. Donc, nous pouvons alors plus relever la variation de la température au cours du temps et la variation de la masse indiquée par la balance au cours du temps qui nous permet de remonter à la force de traction exercée sur élastique. On voit alors quelque chose de spectaculaire sur ce graphique-là qui montre la masse indiquée par la balance en fonction de la température. Lorsque la température augmente, l'élastique cherche à se rétablir puisque la masse est autant plus soulevée par l'élastique que la température augmente. Donc, la masse affichée est diminuée. Ce comportement ici est à l'inverse de ce que l'on connaît, puisque si on chauffe une tige ferme, elle s'allongera et se dilatera. Donc,
Nous avons donc fait quelques recherches sur la composition de nos élastiques et nous avons vu qu'ils étaient composés essentiellement de caoutchouc. Donc le caoutchouc, c'est quoi? C'est une macromolécule composée de monomères qui s'organisent en pelotes. Ce qui va se passer quand on vient tirer sur l'élastique, c'est qu'on défait nos pelotes et qu'on aligne donc les monomères. Et quand on vient le réchauffer, on permet aux monomères de se mettre davantage aux pelotes, ce qui produit la réduction de la dimension de l'élastique. Tandis que dans un matériau plus classique, comme une tige de fer, c'est l'agitation des atomes qui va provoquer la dilatation du matériau. En fait, on nous a caché un petit truc depuis le début, c'est que toute nos expériences, on ne les a pas fait avec un élastique, on ne les a pas fait avec 2 élastiques, mais on les a fait avec 3 élastiques. Un élastique fin, ainsi qu'un élastique d'imprimante 3D vert, qui est un élastique large. Et pour ces 3 élastiques, à chaque fois, on constatait des comportements assez similaires, c'est-à-dire que lors de la charge, on avait une augmentation de l'énergie thermique, lors de la décharge, une diminution, avec toujours une variation de température de l'énergie thermique qui était plus grande lors de la charge que lors de la décharge, qui faisait qu'au bout d'un cycle aller-retour, on avait de la température qui augmentait globalement, comme on peut le voir sur ces graphiques. Et cependant, malgré ces comportements donc assez similaires, on observait des petites différences dans les comportements, et elles sont devenues vraiment flagrantes lors de cette expérience-là où on faisait chauffer nos élastiques. Puisque contrairement à notre élastique fin, les élastiques larges et le film d'imprimante 3D vert, eux, se dilatent. Donc nos 3 élastiques sont composés de caoutchouc, pourtant on voit ici qu'ils se comportent assez différemment, ce qui peut paraître un peu étrange. Donc ici on a un petit liquide qui est du limonène, et donc si on vient le déposer sur un ballon en caoutchouc, qu'est-ce qui va se passer? Il explose. C'est parce qu'en fait le limonène vient perturber un petit peu les liaisons caoutchouc qu'il y a dans le ballon. Donc on a donc essayé d'en déposer sur nos élastiques pour voir si ça pouvait répondre à quelques-unes de nos interrogations. Donc ici on peut voir, on l'a déposé sur notre élastique fin, on a fait quelques petites graduations, on a attendu 30 minutes, puis on l'a étiré. En parallèle de cela, on a filmé la caméra thermique, et ce qu'on voit est assez intéressant. Lors de la charge, on va voir que la partie exposée au limonène ne subit pas de variation de température. Et également, on remarque qu'elle s'étire dans des proportions moins grandes que le reste de l'élastique. Lors de la décharge maintenant, donc la partie exposée au luminène ne subit toujours pas de variation de température. Par contre, il est intéressant de noter que la partie exposée au luminène ne revient pas à sa dimension initiale. Si on voit bien qu'on a opéré une modification dans la structure interne de l'élastique en déposant du luminène dessus, en fait, on a probablement transformé l'élastomère en thermoplastique. D'ailleurs, on peut le voir avant même de venir faire des graduations ou de filmer la caméra. L'élastique double de volume et devient légèrement translucide, un petit peu vitreux. Tandis que si on fait la même expérience sur notre fil vert, eh bien, on ne voit aucune différence. Le limonène n'a pas interféré avec le fil vert. Merci. Alors en fait, après ces expériences, on a eu la chance de rencontrer Sylvie Castagnier, qui est directrice de recherche CNRS et qui travaille à l'ANSMA et notamment sur les matériaux élastiques, ce qui nous a permis de faire le lien entre le déploiement des pelotes de monomères et l'évolution de la température de l'élastique. Alors lorsqu'on tire sur un élastique, on déplie effectivement les pelotes et on allonge donc les monomères. Et ça revient à ordonner davantage la structure interne de l'élastique. Et c'est lorsqu'on ordonne davantage la structure interne de l'élastique qu'on observe une augmentation de la température. Une fois la contrainte relâchée, la nature fait que le système va évoluer vers un état le plus désordonné possible. Et ça s'accompagne d'une diminution de la température. Donc la force de rappel d'un élastique et la force de rappel d'un ressort ne sont pas du tout les mêmes. Et la force de rappel d'un élastique, elle repose sur cette notion d'ordre et de désordre, qui est traduite par une grandeur physique qu'on appelle entropie. On peut donc dire que la force de rappel d'un élastique a une origine anthropique. Mais ça reste tout de même amusant de pouvoir la modéliser par celle d'un ressort. Et bien finalement, justement, cette comparaison est à prendre avec beaucoup de prudence et n'est pas toujours valable. C'est d'ailleurs ce qui pourrait expliquer la différence de comportement entre nos différents matériaux. En effet, nous avons eu l'occasion de refaire des expériences à l'ANSMA avec notre même matériau qui consistait à faire des charges et des décharges des élastiques à 2 différentes vitesses, donc 1 cm par seconde et 1 mètre par seconde, en étudiant la contrainte exercée sur les matériaux en fonction de leur élévation relative. Alors, que voit-on? Une première chose qu'on peut dire, c'est que quel que soit la mesure étudiée, la contrainte exercée lorsque la décharge n'est pas la même que la décharge. Cela traduit un phénomène de retard lorsqu'on décharge élastique. Et ce retard peut être décrit comme une propriété visqueuse, c'est-à-dire visqueux-élasticité. En comparant des matériaux différents, on peut dire que
notre élastique large et fil ferme sont bien plus viscoélastiques que élastiformes. Une autre chose qui peut affirmer cela, c'est que lorsqu'on tire en matériau viscoélastique avec une grande vitesse, on le rend plus rigide, qu'on doit fournir une énergie plus élevée, une contrainte plus élevée pour arriver à une déformation identique. Donc, cela traduit aussi notre propriété viscoélastique. À ce niveau-là, élastique fort se comporte presque comme un élastomère idéal, qui n'est pas le cas pour élastique large et fil ferme. Enfin, à la décharge, on a parfois une déformation résiduelle. C'est-à-dire qu'une fois la contrainte revenue à zéro, l'élastique garde quand même une certaine élongation. Bon, ça en fait, ça peut être soit une déformation résiduelle, soit une déformation permanente. Tout dépend si le fil va revenir à sa dimension initiale après avoir attendu un temps suffisamment long. Bon, il s'avère que pour notre fil vert, par exemple, une fois étiré et après avoir attendu même plusieurs mois, il ne revient jamais à sa dimension initiale. Et cette déformation permanente, elle traduit ses propriétés de viscoplasticité. Donc cette expérience-là, et nos précédentes expériences, elles confirment bien qu'on a trois matériaux qui sont très différents, et ces différences, elles proviennent de leur composition différente, bien qu'ils comprennent tous du caoutchouc. Et du coup, quel est le lien entre cette viscoélasticité et la température? Eh bien en fait, lorsque l'on va venir charger l'élastique, on va avoir une chaleur produite pour des raisons anthropiques, mais également une chaleur produite pour des raisons viscoélastiques, donc. Et avec notre caméra thermique, on va calculer en fait l'addition de ces deux chaleurs. Maintenant, lors de la décharge, on va avoir un refroidissement donc d'un volume dû à des raisons anthropiques, encore une fois, mais comme la viscoélasticité traduit un caractère visqueux et donc des frottements, quel que soit le mouvement, que ce soit une charge ou une décharge, on va avoir un réchauffement. Donc en fait, lors de la décharge, on aura à la fois ce refroidissement anthropique, mais également un réchauffement dû à des raisons viscoélastiques. Ce qui explique que la variation de température soit moins grande lors de la décharge que lors de la charge. En fait, faire ce genre d'études sur l'énergie thermique dans un matériau idéal, ce n'est pas si compliqué que ça. Il faut pouvoir tenir compte de tous les paramètres, donc la viscoélasticité, les réchauffements dus à des raisons anthropiques, mais également la viscoplasticité, ainsi que les phénomènes de perte par convection. Donc dans un matériau idéal, ce n'est pas si compliqué, mais dans nos élastiques à nous, on a appris que c'était extrêmement complexe. Au final, on peut dire que notre élastique fin est un élastomère presque idéal, contrairement aux deux autres matériaux qui ne le sont pas. Cela pourrait s'expliquer par la présence de différents agents dans ces matériaux-là qui leur confèrent d'autres propriétés de thermoplasticité, notamment qui ne permettent pas aux pelotes de monomères de se réaligner comme le fait des pelotes dans des élastomères idéaux. Ce qui est marrant néanmoins avec ces deux matériaux, c'est que lorsqu'on les étire, c'est plutôt le côté élastomère qui prend le dessus et qui font que les matériaux se chauffent. Mais par contre, quand on les chauffe, c'est le côté thermoplastique qui prend le dessus et qui font que les matériaux se dilatent. Pour conclure, les expériences qu'on a menées au lycée, elles ont été importantes pour comprendre les comportements de nos élastiques, mais celles qu'on a réalisées à l'ANSMA, elles ont vraiment été capitales pour comprendre les différentes propriétés qui intervenaient dans nos élastiques. Donc même s'il s'avère qu'il est vraiment très difficile de différencier la part de chacune de ces propriétés dans le rapport entre l'élongation et l'évolution de la température de l'élastique, eh bien notre démarche d'investigation, elle nous a quand même permis de comprendre le lien qui reliait ces deux grandeurs physiques pour nos matériaux. Merci de votre attention. Merci d'avoir pris